C'est la deuxième journée et on va parler aujourd'hui de l'OTAN. Est-ce qu'il peut survivre au changement de l'ordre géopolitique? J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Dialogue TV deux personnalités du monde de la diplomatie. قولوا علاش طلع ليا في الديسان ديالها راه طلع ليا الديسان. D'accord? Est-ce que ça commence à faire plus de 10 minutes là hein? لا خويا راه كسر بين كله يسر بين. Donc c'est migration et OTAN, n'est-ce pas? Et OTAN. OTAN et migration. Vous voulez parler de l'OTAN? Pardon? Sur votre livre qui a fait beaucoup de bruit. Ah oui, mais Messieurs, bonjour, bienvenue sur Atlantic Dialogue TV. C'est la deuxième journée de cette conférence internationale qui rassemble un aéropage de personnalités. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de recevoir ce matin deux anciens ministres des Affaires étrangères. On va parler de diplomatie avec M. Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, essayiste. Il vient de sortir un livre, Quant à rebours, d'édition Fayard. Bonjour M. Hubert Védrine. bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai aussi le plaisir d'avoir Ahmed Ould Abdallah, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, médiateur dans de nombreuses crises, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie. Donc deux expériences diplomatiques. On va faire un regard croisé. Je voudrais d'abord commencer avec vous, Hubert Védrine. Vous avez sorti ce livre, Quant à rebours, une sorte de tic-tac. Vous revenez sur de grands événements. Pour vous, on parle beaucoup aujourd'hui de populisme. Ce mot est galvaudé. Que veut dire populisme? Quelle définition donneriez-vous? Je pense que le populisme traduit le fait que, notamment en Occident, mais pas que en Occident, les classes populaires d'abord, puis les classes moyennes, perdent confiance dans les élites représentatives. Donc ces gens n'acceptent même plus l'idée de représentation, parce qu'il y a une crise extraordinaire de la démocratie représentative en faveur d'une démocratie directe qui pourrait être une espèce de dictature sans visage, donc il faut faire attention. Et c'est ce décrochage qu'on appelle populisme, et notamment en Europe. Les peuples d'Europe veulent garder l'euro, mais ils se sentent déclassés dans la mondialisation, menacés par un système passoire avec une immigration massive non contrôlée. Ils ne sont en général pas contre, si c'est une immigration négociée ou choisie. Et tout ça s'additionne et ils veulent garder un peu d'identité, de souveraineté, de sécurité. Et la réaction habituelle des élites, qui est de rejeter tout ça en disant que c'est immonde, c'est atroce, c'est réactionnaire, c'est archaïque, c'est fasciste, c'est des réactions idiotes parce que ça ne fait que exciter la fureur de tous ces milieux qui se sentent déclassés. Donc pour moi, le populisme n'est pas un virus extérieur qui s'attaque à un organisme sain, mais c'est le sous-produit d'une sorte de crise de confiance interne. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer dans les pays qui sont concernés, qui ne sont pas que les démocraties. Parce qu'à peu près partout dans le système mondial, les dirigeants sont contestés. Les réseaux sociaux, l'information continue, etc. Donc c'est un peu un échec des élites. C'est pour l'électorat qui vote mal. Oui, on ne va pas dissoudre l'électorat. Bon. Mais ce n'est pas un échec complet, parce que la mondialisation des 30 dernières années a quand même sorti de la pauvreté absolue 1 milliard de gens. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire du monde. Sauf que maintenant, la mondialisation excessive, trop rapide, pas assez encadrée, atteint ses limites et qu'il faut la rattraper et la corriger. Même chose dans la construction européenne. Donc ce n'est pas tellement que ce soit un échec, c'est que c'est une chose à corriger, mais en tout cas, les élites dirigeantes, dont les médias font partie d'ailleurs, doivent entendre ça. Au lieu de mépriser et de rejeter violemment ces aspirations populaires. Pas être arrogant. Il ne faut pas être arrogant, il faut entendre. Je ne dis pas qu'il faut suivre tout ce que demandent les différents mouvements populistes qui demandent tout et le contraire de tout, hein, mais il faut entendre et canaliser pour apporter une réponse. Ahmed Ould Abdallah, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire M. Hubert Védrine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le monde c'est plutôt Jurassic Park? Bon, je ne connais pas bien Jurassic Park, mais je suis absolument d'accord avec ce que Hubert Védrine vient de dire. Le monde change très vite pour beaucoup de citoyens dans le monde, à travers le monde. Et ils se sentent en insécurité et en même temps,
il y a aussi des menaces qu'ils voient, des menaces dans la distribution des revenus. Il n'y a jamais eu d'égalité dans la distribution. Mais aujourd'hui, elle est plus exposée. Les riches disent ce qu'ils ont. S'ils ne le disent pas, les médias l'exposent. Les mouvements de population sont énormes. La presse n'est plus une presse d'élite, mais une presse sociale. Donc, nous sommes dans une période de transition, de perturbation, et elle est propice à toutes les politiques, je n'appellerai pas démagogiques. Il est normal qu'un homme politique cherche à se faire élire sur ce genre d'idées. L'Europe a la chance où le populisme peut plus ou moins être contrôlé à cause d'élections démocratiques, mais dans beaucoup de pays, y compris des pays africains, les élections n'étant pas libres, ça pose un problème. Le populisme peut mener à l'extrémisme. Et pour moi, il est beaucoup plus dangereux et on le remarque dans beaucoup de nos pays. Je voudrais également avoir votre regard sur l'Afrique. Vous avez été médiateur dans de nombreuses crises. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur le continent? Comment dépasser ces ruptures en Afrique? Alors, ça, c'est une question très importante pour moi. Je pense que le continent africain est un continent très vaste, c'est un euphémisme. Il a besoin d'unité, mais il a aussi, et on l'oublie souvent, besoin de diversité. Les structures africaines travaillent pour rigidifier, si on peut dire, l'ensemble des pays. On est en train, où on cherche à gommer les diversités géographiques, culturelles, historiques et politiques. Ce n'est pas une critique, naturellement, ce n'est pas une critique de l'Union africaine, mais on ne peut pas mettre tout un continent dans le même moule, régenté ou orienté depuis une capitale sur le plan politique et économique. Donc, cette montée de populisme, l'immigration, si elle n'est pas bien gérée, peut menacer l'Union africaine qui veut tout régenter, tout réglementer et surtout au profit ou par l'effet d'un seul groupe d'États ou d'un seul État. On parle beaucoup de migration aujourd'hui, Hubert Védrine. 70% des Africains restent en Afrique, des migrants africains restent en Afrique. Ceux qui veulent partir sont une minorité. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Amédou tout à l'heure sur l'Afrique. C'est absurde d'en parler au singulier. Oui. C'est tellement vaste, tellement diversifié. L'histoire est complètement différente. Il y a l'Union africaine qui fait ce qu'elle peut, mais il faut avoir une approche plus concrète. On ne dit pas de l'Asie, par exemple. Oui. Si vous dites l'Asie, je vais vous dire, mais vous parlez quoi, de l'Inde ou du Japon? Bon. Donc il faut avoir cette approche-là, je suis d'accord avec lui. La question migratoire, à mon avis, il faut absolument distinguer. Je ne parle pas que pour l'Europe, c'est vrai dans le monde entier. Les gens qui demandent l'asile, les gens qui sont en danger, qui sont persécutés, menacés de mort peut-être. Il y a une guerre civile atroce, menacés de mort pour des raisons de race, de sexe, de religion, d'opinion politique, etc. Et là, c'est l'honneur de l'Europe de leur donner le meilleur asile possible, mais aussi des autres. Pas que l'Europe. Ça peut être vrai dans un pays africain par rapport à d'autres. Mais l'asile, à condition qu'il ne soit pas détourné de son sens. Il y a des conventions internationales qui disent ça. Les gens persécutés, ce n'est pas simplement les gens qui veulent partir pour vivre mieux, ce qui est tout à fait compréhensible de leur part, mais ce n'est pas l'asile. C'est des gens qui craignent pour leur vie. Les gens qui craignent pour leur vie. À cet égard, le pacte récent est mal conçu, il est mal rédigé, parce qu'il mélange tout. Alors après, c'est évident que... Vous parlez du pacte qui vient d'être formellement adopté à Marrakech. Oui, alors c'est plein de bons sentiments, c'est une déclaration en réalité, mais c'est mal conçu. C'est pas contraignant du tout, mais c'est mal conçu, ça ne règle aucun problème, et il faudra compléter ça un jour par quelque chose de mieux négocié. Alors, je sais bien qu'en Afrique même, la plupart des mouvements se font en Afrique, ce qui fait que des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, se considèrent comme envahis par les gens du sud de l'Afrique. Mais il y a aussi la Côte d'Ivoire, d'autres pays dans l'est de l'Afrique. Donc à peu près partout, je crois que ce qui va s'imposer à long terme, c'est une co-gestion, pas du droit d'asile. Le droit d'asile, il faut décider des positions généreuses, mais une co-gestion des flux à partir des pays de départ, de transit et d'arrivée. Et ça va concerner également l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Amérique, tous les pays du monde. Simplement pour co-gérer, il faut négocier. C'est un phénomène global aujourd'hui. Oui, mais alors, on ne va pas le régler globalement. Il n'y aura jamais de président global du peuple global. Ça va se régler par, disons, entités régionalement liées. Donc il faut que les pays de départ acceptent d'entrer dans cette négociation, d'avoir leur part de la responsabilité,
Aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'acceptent pas de reprendre des gens qui ont été déboutés du droit d'asile et qui essaient de s'installer quand même, vous voyez. Donc il y a ce problème. Et puis à l'arrivée, il y a des problèmes aussi. Les pays de transit, ni le Maroc, c'est très intéressant parce que c'est plus tellement un pays de départ en réalité, sauf un tout petit peu depuis le Rif, et c'est un pays de destination ou de transit. Donc c'est un pays qui connaît déjà un peu les mêmes problèmes que les Européens. Donc globalement, à peu près partout, ça se traitera par ce type de négociation qu'il faut enclencher. Il faut trouver des cadres pour ça. Ahmadou Abdallah, votre réaction? Oui, ma réaction, je comprends parfaitement ce que... Mais je vois deux choses. L'immigration, à mon avis, elle ne doit pas être une vocation. Le jeune immigré, qu'il soit d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'ailleurs, ne doit pas avoir pour vocation de dire je vais émigrer, je vais quitter mon pays. Bien sûr. La migration, problème à la base. Oui, c'est pour ça que j'ai dit la migration doit être une exception. Elle doit être sous la contrainte de menaces ou une autre contrainte en tout cas. Mais il ne faudrait pas ancrer dans la mentalité des populations que c'est une vocation. On va à l'école ou on va à la migration. Donc, ça lie à... Je ne blâme pas la globalisation. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à l'humanité, cette paix, cette prospérité. Mais les gouvernements, d'où émigrent beaucoup de citoyens, doivent s'acharner davantage pour améliorer les systèmes politiques, sociaux et économiques. Et c'est très important, et il ne s'agit pas, il faut dépasser cette politique de bon cœur, nous sommes prêts à accueillir. Je ne parle pas une fois de plus de l'exil politique ou de la menace politique. J'ajoute un point là-dessus. Oui, je crois que les 2 tiers des Africains sont encore des paysans en fait, qui vivent de l'agriculture, à peu près en moyenne. Hein. Donc ça veut dire, si on applique ce que dit Ahmadou, je suis complètement d'accord, ça veut dire que ces gens-là doivent avoir les moyens de vivre chez eux dans des conditions correctes, mais ça veut dire plus de routes, plus d'écoles, plus de réserves d'eau, plus d'électricité, plus d'engrais, plus de capacité d'un marché local pour que ces gens puissent vivre décemment de leur activité agricole, sans qu'ils aient besoin d'aller grossir de monstrueuses agglomérations africaines impossibles à gérer. Et tout ce monde-là ne va pas créer des start-up. Il ne faut pas avoir une vision moderniste, snob, prétentieuse. Donc il y a une vraie réponse à apporter. Investissement d'IDE justement vers l'Afrique. Alors il y a les investissements, mais il y a la responsabilité énorme quand même des pays africains eux-mêmes. Depuis les indépendances, on en est à 2 ou 3 plans Marshall si on additionne les sommes. Donc ça va dans le même sens que les Africains qui le décident puissent vivre dans des conditions correctes chez eux. Alors après, c'est à eux de demander, et c'est aux Européens et aux Chinois, aux Japonais, tout le monde de dire voilà ce qu'on peut faire pour vous aider. Mais il a raison, il ne faut pas que tout ce monde-là soit condamné à immigrer dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas une vocation, quand je vois. Et le problème n'est pas seulement africain. Quand vous voyez cette colonne partie du Honduras, traversant l'Amérique centrale et le Mexique pour aller aux États-Unis, c'est un problème universel. En Afrique, ça prend une grande dimension. Ça a fait les affaires de Trump, justement. Non, mais c'est le problème du Honduras au départ. Hein. De Honduras. Qui n'est pas capable de Honduras, correctement chez eux. Ne peut pas donner du travail, ou de la santé, ou de la respectabilité. Parce qu'il y a aussi question de travail, de revenus, mais il y a une question de justice sociale. Les gens sont prêts à accepter une misère s'il y a une justice sociale. S'ils savent que leurs enfants ont les mêmes chances de succès à l'école ou dans le commerce ou dans l'armée ou dans la police que les autres. Donc le phénomène est mondial, il est plus grave en Afrique parce qu'il est plus visible dans des pays comme ceux d'Europe. Donc moi, à mon avis, se focaliser uniquement sur l'aide économique et financière ne suffit pas. Il faut aider la gouvernance dans ces pays pour une meilleure redistribution de revenus, moins de corruption agressive. La corruption est générale dans beaucoup de pays du monde. Mais c'est l'impunité qui la rend dramatique dans beaucoup de pays africains. Je voudrais qu'on aborde une autre question avec vous, Hubert Védrine, et avec vous, Ahmadou Abdallah. Pour vous, quel a été le moment fort justement de ce siècle? C'est la chute du mur de Berlin ou la disparition de l'URSS en 1991, Hubert Védrine? La disparition de l'URSS.
Pour moi, la chute du mur est un événement émouvant parce que c'était très médiatisé, mais c'est très exagéré parce que c'est pas le début du processus. Rappelez-vous, Valéza, Jean-Paul II, tout ça, c'est pas la fin du processus parce que l'URSS continue après. Donc le vrai moment, en tout cas, de la deuxième partie du XXe siècle, c'est la désintégration de l'URSS fin 91. Ça, c'est un moment clé. Avant, c'est la guerre froide, les Soviétiques qui se battent pour le dire. Et après, un système bipolaire, un système unipolaire. Non, on ne sait pas définir. Parce que précisément à partir de 92, moi j'ai parlé d'hyperpuissance pour cette époque, mais c'est un terme controversé. Il n'y a pas de terme qui fasse unanimité. Est-ce que c'est la fin de l'histoire, le début du clash des civilisations, l'hyperpuissance, le G2, le monde multipolaire? On ne sait pas très bien en fait. Il n'y a pas d'accord sur la suite et on est dans ce que notre ami commun Guterres appelle un monde chaotique. Ça ne veut pas dire en guerre, hein. Ça veut dire simplement instable et imprévisible. Et chaque grand acteur du monde pousse ses propres pions. Les États-Unis eux-mêmes déconstruisent le discours américain global sur un monde meilleur pour tout le monde. Et vous avez une série de puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Arabie, l'Iran, Israël, qui mènent uniquement leur propre politique, quelles que soient les conséquences. Et tous les autres qui sont attachés quand même à une certaine coopération internationale, ce qu'on appelle pompeusement le multilatéralisme, ils essaient de voir maintenant ce qu'ils peuvent faire malgré ça. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Non, heureusement qu'il n'y a pas un président mondial, parce que s'il était mauvais, on ne saurait pas où se mettre. Mais il pourrait y avoir au moins un degré de coopération, c'est ça qui est à reconstruire, vous voyez. Oui, moi je pense que l'événement le plus important, c'est pour ma génération, c'est la chute. C'est la chute de l'Empire soviétique. C'était quand même avec Hubert Védrine, là. Absolument. Et surtout, ayant grandi dans cette période de guerre froide, de parti unique, c'est-à-dire d'oppression, et d'oppression acceptée par les grandes démocraties, parce qu'il fallait maintenir les alliances contre l'Union soviétique, et la perception de la liberté était décriée. La vivre était une autre chose. La fin de l'Empire, de l'Union soviétique, est une grande libération pour les gens de ma génération qui ont connu les partis uniques à travers le continent et à travers le monde arabe. Aujourd'hui, l'Union soviétique que j'ai visitée entre-temps, qui est devenue la Russie, est un pays comme les autres et c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus désorganisé. Et plus désorganisé parce que le leadership qui doit être le leadership américain, et c'est ce que j'ai dit dans mon intervention aujourd'hui sur l'avenir de l'OTAN, est un leadership qui se refuse. On peut le comprendre. Dès qu'on apparaît, on est critiqué. Et si on reste centré uniquement sur les problèmes américains, il y a une anarchie ou un désintérêt pour les problèmes fondamentaux, comme le problème dont on parle, l'immigration, les causes de l'immigration, d'écologie, la corruption généralisée et impunie. Parce que je ne parle pas de corruption sur le plan moral, je parle de corruption comme un obstacle au développement économique. Alors vous parliez justement à l'instant des États-Unis, on en parle ici sur la post-vérité, justement l'après-Trump. Quel héritage après Trump? Hubert Védrine, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On voit que l'électorat, à chaque fois, il vote pour un président et la prochaine échéance, il vote pour son contraire. On a l'impression, en tout cas, moi j'ai l'impression que l'électorat américain est déboussolé. Les Occidentaux ont quand même gouverné la marche du monde depuis 2-3 siècles. C'est fini. Je ne pense pas comme Kishore Mahboubani que c'est la fin de la parenthèse occidentale, mais je pense depuis longtemps que c'est la fin du monopole occidental. Et pour les Américains, c'est à la fois perturbant, humiliant, inquiétant. Et on voit bien qu'à chaque élection présidentielle, vous avez raison, ils votent pour le contraire exact du président sortant. On l'a vu avec Clinton, c'est une sorte de vaisseau dématé par rapport à ça. Alors là, on voit que Trump est en train d'essayer d'endiguer la montée de la Chine. Alors oublions sa vulgarité effrayante et sa brutalité, mais je note que sur la Chine, c'est le seul point où il bénéficie d'un soutien assez large, même chez les démocrates. C'est un isolationniste, d'après vous, non? Pas du tout, non. Non, ils ne veulent pas s'isoler du tout, ils veulent être simplement dégager des contraintes multilatérales, faire que ce qu'ils veulent, comme des tas d'autres. Il y a 10 pays comme ça dans le monde, mais ils ne veulent pas s'isoler. Ils veulent pouvoir intervenir brutalement comme ils le veulent, c'est tout.
Et là, ils veulent essayer d'endiguer la montée chinoise. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais en tout cas, après cette phase un peu confuse du désordre international depuis 25 ans, on entre là dans une autre phase qui est celle du bras de fer américano-chinois, qui aura des répercussions géantes. Et ceux qui contestaient l'ordre mondial américain tout en bénéficiant, à mon avis, devraient faire attention à ne pas se précipiter dans une sorte d'hégémonisme chinois. Et c'est pour ça que l'ensemble des autres, dont les Africains, dont les Européens, dont les Arabes, devraient réfléchir ensemble à comment essayer d'équilibrer tout ça. Mais les États-Unis ne vont pas se replier complètement. Il faut espérer que les États-Unis reviendront à un niveau suffisant de coopération internationale, même s'ils ont toujours pris en compte leur intérêt national. Ils essayaient de combiner les deux. Ce n'est pas le cas en ce moment. Donc il faut jouer cette carte. On voit justement un thème qui est abordé aujourd'hui dans le cadre des plénières de ce dialogue atlantique, c'est l'OTAN. Est-ce qu'il peut survivre au changement dans géopolitique? Comment se fait-il que ce soit les États-Unis qui menacent aujourd'hui l'effondrement de l'OTAN? C'est plus compliqué. En fait, après la guerre, quand les Européens ont supplié les États-Unis de revenir pour les protéger face à la menace soviétique, qui était sérieuse à l'époque, ils se sont fait prier quand même. C'est l'arbitrage du président Truman. Il ne voulait pas d'article 5. Alors après, ça a été mis en œuvre. Mais très vite, ils ont adopté une stratégie nucléaire démente, qui était la riposte graduée, qui considérait qu'ils ne menaceraient les armements stratégiques qu'après qu'il y ait une menace au niveau des armes à moyenne portée. C'est-à-dire en gros que quand l'Europe aurait été détruite par une guerre nucléaire limitée, ils auraient mis en cause la dissuasion stratégique. C'est ça que De Gaulle refusait, à juste titre. Donc il y a une espèce de doute masqué, depuis très longtemps, sur la garantie vraie de l'engagement automatique américain dès le début. Et on l'a oublié ça, avec le temps. Ce qui fait que contre Paris, avec ses gros sabots, et il met en doute l'article 5, on a l'impression qu'il viole un tabou qui était intact depuis des dizaines d'années, ce n'est pas vrai. Donc il y a ce lien un peu ambigu, mais même les Européens qui ne sont pas absolument sûrs de la protection américaine, même ceux qui voudraient bien d'ailleurs que l'Europe soit capable d'être un pôle plus l'une là-dedans, ils ne veulent pas non plus perdre complètement ce lien. Et aux États-Unis, indépendamment des foucades de Trump, il y a tout un énorme système américain, diplomatico-militaire stratégique, qui voudra garder ce lien. Donc voilà, donc il ne faut pas exagérer la fin, la disparition de ce lien, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'il y a d'autres enjeux que l'affaire européenne, et que les Européens sont obligés quand même de faire un effort supplémentaire dans ce cadre. Voilà, tout ne bascule pas autour de ce seul sujet. Le débat asiatique dont on parlait il y a 2 minutes me paraît encore plus important à long terme. Ahmed Ould Abdallah, une réaction. Et puis je voudrais aussi vous faire intervenir sur le fait qu'aujourd'hui la communauté internationale a une sorte de bilan mitigé dans la résolution des crises. Vous avez été médiateur dans de nombreuses crises. Est-ce qu'on manque de recettes ici? Oui, quelle est cette recette d'après vous? Oui. Alors, moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis comme ambassadeur, comme membre du système international des Nations Unies au World Bank. Je pense que le président Trump, par son style, par son approche, est bien sûr le président légitime et démocratiquement élu des États-Unis, mais il est aussi new-yorkais. Et les New-Yorkais sont connus aux États-Unis comme des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et je pense qu'il y a ce côté qu'il ne faut pas sous-estimer, de côté on the edge, donc au bord du précipice, entraîner les gens. C'est une façon de négocier des New-Yorkais et probablement Trump utilise ça jusqu'au bout. Il a en face de lui des Chinois qui sont d'excellents négociateurs, ils l'ont prouvé en insistant par exemple sur l'introduction des produits agricoles, donc de l'électorat de Trump, mais il y a un plan sur lequel beaucoup de pays avancés économiquement soutiennent l'Amérique, c'est le droit de propriété, que ça doit être mieux réglementé pour protéger l'industrie. Donc, pour revenir plus précisément à la question, le bilan mitigé des crises, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante. Il y a des crises, surtout brutales, sanglantes, avec des flux de réfugiés dont on parlait tout à l'heure en partie, et ceci depuis la fin de la guerre froide de l'Union soviétique.
Alors, qu'est-ce qu'on fait faire? Mon expérience, c'est que quand des gens, des populations, et surtout leurs leaders, sont déterminés à se battre, il est extrêmement difficile de mettre fin à ce conflit. Et on dit toujours aux Africains, pourquoi vous ne réglez pas vos problèmes? L'Europe n'a pas pu régler le problème de Yougoslavie. Il a fallu faire intervenir les États-Unis. Ce ne sont pas les Européens seulement. S'il n'y avait pas la présence américaine, je me demande si l'Europe, pour des tas de raisons, aurait pu régler aussi facilement la crise. Il a été décrié à un moment donné. Oui. Oui, mais nous, en Afrique, on nous dit régler vos problèmes, les problèmes africains, solutions africaines. Je ne suis pas nécessairement d'accord. Surtout que j'étais présent quand les Américains ont lancé ce slogan après la crise somalienne et rwandaise pour se désengager. Et les Africains se sont, entre guillemets, appropriés cette idée. On ne peut pas régler un problème global de terrorisme. Les guerres civiles, nous n'avons pas les moyens. Nous devons essayer de les prévenir par une meilleure gestion, plus inclusive, plus transparente, plus tolérante, proactive. Mais les problèmes globaux ne peuvent être réglés que par des problèmes globaux. C'est pourquoi, à mon avis, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, le système des Nations Unies demeure, et j'espère que Bush et son entourage vont continuer à le soutenir. Je vous remercie infiniment. Je vais vous demander peut-être, mais très succinctement, quel message tous les deux vous voudriez laisser, quelle empreinte vous voudriez laisser justement dans le cadre de ce dialogue atlantique qu'organise le Policy Center for the New South, le nouveau Sud. Hubert Védrine? Moi, je souhaite que ça continue. Je trouve originale la configuration atlantique, pas uniquement Europe-États-Unis, mais également l'Amérique latine et l'Afrique. Je souhaite qu'on y aborde non seulement les questions de cette zone du monde, mais l'ensemble des questions, comme par exemple la Chine, dont on a parlé. Je souhaite que ça soit multiculturel au sens de plurilinguiste, que ça continue et qu'on y emploie autant le français que l'anglais, mais aussi l'espagnol ou l'arabe, le chinois etc. Alors le chinois, puisque c'est quand même un partenaire énorme de l'Afrique. Enfin, la focalisation atlantique est assez originale. Il n'y a pas tellement de think tank ou de colloques qui est cette configuration. Donc je trouve qu'elle est précieuse, originale et qu'il faut continuer. Ahmedou, oui, moi je pense que le dialogue atlantique, le Nouveau Sud, est extrêmement important parce que le Maroc a toujours été une terre d'accueil et de transit. Et Marrakech en particulier a toujours été cette terre de rencontre. Et comme Mauritanien, je me sens toujours très bien. Quand nous revendiquons le Maroc, nous disons toujours que nous avons créé le Marrakech. Les Mauritaniens adorent dire ça. Mais plus sérieusement, je pense... oui, plus sérieusement, nous avons en Afrique, dans cette partie du monde, des relations séculaires avec l'Europe. Comme toute relation, je ne parle même pas de couple ou de villes ou des citoyens, il y a des hauts et des bas, des périodes difficiles, tragiques, mais si nous continuons à regarder le rétroviseur, nous nous enfonçons, nous allons tomber sur un mur. Je pense qu'il est temps qu'Africains, Maghrébins et Européens continuent ou cherchent à regarder l'avenir ensemble. Au lieu de vivre les récriminations, le passé, ça ne mène nulle part face aux défis et surtout aux espérances du monde actuel. Je vous remercie infiniment, Hubert Védrine. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères de France. Vous avez écrit ce livre Quant à rebours qui vient de paraître cette année aux éditions Fayard. Merci Ahmedou Ould Abdallah, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, ex-ministre des Affaires étrangères de Mauritanie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour une revue de presse francophone et arabophone et aussi avec d'autres invités. Restez avec nous sur Dialogue Atlantique TV. À tout de suite. Merci. C'était de bonne...